Malraux disait que notre siècle serait spirituel ou ne serait pas, et bien des signes aujourd'hui laissent à penser qu'il voyait juste. Nous lui donnons tous raison, certes, mais sommes-nous bien sûrs qu'il s'agisse vraiment d'une bonne nouvelle? Depuis plus de 2 siècles, l'Europe avait essayé autre chose, expérimenté d'autres voies en s'appuyant sur une conquête philosophique qu'aucune autre civilisation n'avait poussée plus loin que la nôtre, la raison. Qu'en reste-t-il? Le cartésianisme semble bien démodé. L'héritage des Lumières s'est discrédité au nom de toutes les nuisances résiduelles qui ont accompagné son triomphe. Le positivisme n'a agité les dîners en ville que durant quelques décennies avant de se replier dans des ouvrages qu'on ne lit plus guère. Le marxisme scientifique a plus ou moins disparu des écrans radars. Le matérialisme dialectique s'est figé en un dogme obtus avant d'être rangé aux poubelles de l'histoire. Le projet rationaliste est pourtant loin d'être enterré. Il a même conquis les instruments du pouvoir, à défaut de conquérir les âmes. Et dans la gouvernance politique comme dans le monde du travail, on ne jure plus que par l'optimisation, autre vocable utilisé en lieu et place de la rationalisation. Le matérialisme est omniprésent dans les structures de notre société, mais il l'est sous sa forme la plus détestable, la plus destructive, la plus susceptible de rallier contre lui tous les mécontentements, la forme du capitalisme, de la réification, du consumérisme, de la marchandisation de tout et de tous. Est-ce donc là l'aboutissement inévitable de tout projet historique fondé sur la raison? N'y aurait-il point de salut en dehors des religions, en dehors des lectures spirituelles du monde? Je préfère pour ma part poser la question autrement. Le recours à la mystique ne serait-il pas, face à l'adversité, une faiblesse? Une démission? J'ai eu à ce propos, il y a quelque temps, une conversation très intéressante avec l'écrivain belge Jean Bricmont, qui s'est fait connaître notamment par sa défense d'une appréhension rationaliste de la crise politique que nous traversons. Il se moquait gentiment des 68 arts qu'il avait connus à l'époque et qui, sans doute découragés par la distance qui séparait leur idéal de sa réalisation, avaient fini, peu à peu, par se dépolitiser et par se replier dans des projets micro-communautaires ou individuels, les fameuses fermes du Larzac ou les non moins fameux pèlerinages à Katmandou, au nom d'un concept fumeux de révolution personnelle. Vous connaissez cette théorie. On a tous dans notre entourage un ami un peu niais qui nous a dit un jour « Parce que, tu vois, avant de transformer le monde, il faut se transformer soi-même !» Voilà l'exemple typique d'une conception mystique de la révolution. Une révolution qui, bien sûr, n'advient jamais, puisqu'on n'en finit jamais de se révolutionner intérieurement et de se regarder le nombril ou l'état de conscience, c'est selon, plutôt que de s'organiser pragmatiquement sur des bases collectives et concrètes. L'auteur Jacqueline Kellen, qui est pourtant loin d'être une matérialiste et qui appelle au contraire à la réhabilitation des mythes, l'explique avec beaucoup d'ironie. À tous ceux qui ne jugent que par les chakras et la kundalini, il est bon de raconter les histoires de Samson, d'Achille et de Cuchulainn qui affrontent le réel et qui font quelque chose de leur énergie, au lieu d'explorer pendant toute leur existence des niveaux de conscience et des plans vibratoires. Cette dérive 68arde, on la retrouve aujourd'hui sous des formes à peine différentes chez nombre d'éléments de la dissidence. Avant qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit, et puisque je parlais de projets micro-communautaires, je précise que je ne pointe pas ici mon ami Piero San Giorgio et ses compères survivalistes auxquels on peut reprocher beaucoup de choses, mais certainement pas d'être de doux rêveurs. Bref, les lectures, les gourous, les références ne sont certes plus les mêmes. Le Lanza del Vasto des gauchistes d'hier a peut-être été remplacé par un René Guénon ou un Julius Evola, mais on reste dans l'impasse mystique, dans une forme d'aliénation démobilisante. L'antimatérialisme radical, de plus en plus populaire dans nos milieux, procède souvent d'une grave méconnaissance de la question. Le matérialisme est systématiquement réduit à son expression capitaliste, à son aspect déshumanisant, ce qui est une erreur de jugement. Ce dégoût légitime du capitalisme a trop souvent poussé les opposants, notamment dans le camp national, à dénigrer la notion même d'économie. Au nom de valeurs supérieures, plus humaines, plus authentiques, plus métaphysiques, ce qui généralement se solde par une alternative désespérante. L'impuissance politique ou la récupération par la bourgeoisie, les patriotes les plus incultes économiquement ayant une furieuse tendance à se laisser apprivoiser par la droite libérale. Commençons par étudier posément ce qu'a été, ce qu'est et ce que peut être le matérialisme en philosophie, et nous pourrons ensuite en faire une critique plus éclairée. Le marxisme a évidemment aussi sa part de responsabilité dans ce désamour. Son matérialisme a pris des formes répressives, intolérables, à travers un anticléricalisme d'une brutalité inouïe et une tentative criminelle de déracinement anthropologique. Par comparaison, on ne peut que saluer le socialisme de Hugo Chavez qui,
évitant de retomber dans les erreurs léninistes, à tolérer et même célébrer le fond religieux, notamment catholique, du peuple vénézuélien, sans chercher à extirper la superstition, pour reprendre la terminologie communiste, ou à faire table rase du passé. Toute révolution authentiquement populaire porte en elle des éléments conservateurs. Au cours d'un entretien que j'ai eu l'an passé avec Farida Belgoul, j'expliquais pourquoi, selon moi, on avait toutes les raisons du monde de s'opposer à la théorie du genre, sans devoir nécessairement le faire au nom du catholicisme ou de l'islam. Il en va de même pour la plupart des combats que nous sommes amenés à mener, qu'il s'agisse de luttes sociales, culturelles, écologiques ou sociétales. Je ne souhaite pas ici attaquer ceux de nos amis qui trouvent dans leur foi, quelle qu'elle soit, l'énergie et le courage dont ils ont besoin pour mener ces luttes. Je respecte au contraire leur idéal, et la transcendance qui les anime est certainement quelque chose de très admirable. C'est au repli mystique que je m'en prends, à la spiritualité de pacotille qui, sous prétexte de rejet du matérialisme dominant, incite certains d'entre nous à la paresse intellectuelle, au désengagement, à une disposition d'esprit faite de fatalisme et d'attentisme. Vous pensez faire sécession avec le système en vous plongeant dans l'ésotérisme ou le New Age, mais la FNAC est pleine de ces fadaises. Elle constitue la colonne vertébrale de l'industrie du best-seller, un pivot du marché libéral au même titre que le football ou la télé-réalité, autres opiums du peuple s'il en est. Cette mystique-là n'est pas une réaction à l'ordre des choses existants. Elle en est un constituant à part entière, un élément compensatoire conçu pour contrebalancer la dureté du monde matérialiste tel que les gens la subissent au quotidien. Lorsque le poison et l'antidote sont vendus par le même apothicaire, cela ne peut signifier qu'une chose, qu'on trouve du poison dans les deux fioles. Par ailleurs, cette spiritualité de consommation, appelons les choses par leur nom, si elle séduit des gens en quête d'authenticité et de retour aux sources, est pourtant tout le contraire d'une démarche identitaire cohérente, et ce pour au moins deux raisons. Elle rompt avec l'héritage européen, et elle procède d'une féminisation de la pensée, deux dérives spécifiquement modernes. En effet, faire table rase du logos gréco-romain et de la dialectique de la raison, au cœur de la pensée française et occidentale, au profit d'un mysticisme orientalisant, n'est-ce pas une manière de renier ses racines? Et préférer l'approche mystique à l'approche rationnelle, n'est-ce pas opter pour une appréhension typiquement féminine? Jacqueline Kellen, que je citais plus haut, voit juste, encore une fois, lorsqu'elle écrit « De même que l'individu masculin, ne sachant pas trop ce qui définit sa virilité, va voir du côté du féminin en espérant retrouver une identité. De même l'occidental, oublié de ses mythes et de ses créations, va chercher en Orient ce qui, croit-il, lui manque. Dans les deux cas, il s'agit d'identité d'emprunt. On arrive ainsi à ce genre d'aberration. L'individu masculin accompli ne peut être que féminin, et l'élite pensante et méditante occidentale ne peut être que bouddhiste. Lutter contre le système, c'est aussi marcher à contre-courant d'une société moderne déracinée et féminisée. Pour le dire autrement, gardons les pieds sur terre et contribuons à réhabiliter la raison.